bienvenue. Et si vous profitiez des vacances pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine sacré du Finistère, dans son nouveau numéro, Bretagne Magazine dresse l'inventaire des sites religieux bretons les plus remarquables. Petite visite guidée avec notre invité Jean-Luc Germain, il est journaliste à Bretagne Magazine. Mais avant, un petit coup d'œil à l'actualité de ce mardi 25 octobre dans le Finistère. Et l'on revient sur les intempéries qui ont provoqué de multiples inondations lundi dans le département. C'est la région brestoise qui a été le plus touchée. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en une seule journée. 108 mm d'eau du jamais vu. Le point avec Marina Dété et Sophie Lecroisier. Le Finistère, les pieds dans l'eau. La région brestoise a été particulièrement touchée par les intempéries lundi, entraînant d'importantes inondations. Ici, dans le quartier de Quérinou, plus d'1 mètre d'eau est montée dans les rues. On a vu que les bouches d'égout commençaient à saturer. Elles ont commencé à sauter comme des bouchons de champagne. Et puis bon, l'eau elle vient tout de suite, on ferme tout à clé et on demande aux gens de sortir au plus vite. Et puis après, on essaie de tenir comme on peut. 108 mm de pluie sont tombés à Brest en 12 heures. C'est l'équivalent de ce qu'il tombe en un mois, du jamais vu depuis plus de 100 ans. Pendant pratiquement 6 à 8 heures, l'épisode pluvieux a stagné sur la région allant de Landéoc à Brest, Brignogan. Et ça n'est qu'au bout de quelques heures où le vent a commencé à tourner que la perturbation a pu commencer à pénétrer sur l'intérieur de la Bretagne et donc arroser de façon un peu moins abondante la pointe. Dans le département, les villes de Crozon, Plozévet et Lesneven ont également été sinistrées. Les pompiers du Finistère étaient sur le qui-vive. Au centre d'intervention de Quimper, les effectifs ont été doublés pour répondre à tous les appels. Il y a un pic d'activité de 10h30 à 13h30 où nous avons reçu 1700 appels sur l'ensemble du département. Ce sont des interventions classiques, ce sont des interventions type inondation et ça a surtout consisté à faire des épuisements de sous-sol, de garage ou de sous-sol par des moyens d'épuisement classiques, des motopompes d'épuisement. La vigilance reste de mise avec l'arrivée des grandes marées mercredi. En attendant, les maires de Brest et des communes alentours ont demandé le classement en catastrophe naturelle. Au chapitre social, les salariés de la Sobrena à Brest maintiennent la pression. Ils étaient près de 200 à manifester ce mardi matin devant la sous-préfecture. Les pouvoirs publics ont débloqué en début de semaine 500 000 € pour soutenir la réparation navale. Mais les salariés demandent à l'État des garanties sur le maintien de l'activité à Brest. La Sobrena, je le rappelle, compte 250 salariés. Relancer le transport de marchandises à la voile, c'est le pari un peu fou d'un jeune Finistérien. Pour cela, il s'est associé à l'équipage hollandais de la goélette Tresson-Bresse. Le voilier est actuellement en escale à Brest. Les explications avec Sophie Lecroisier. L'équipage de la goélette hollandaise Tresson-Bresse voulait arriver sous voile. Jusqu'à quai, c'est raté. Pour un transport uniquement à la voile, de marchandises bio, l'image est anachronique. Pourtant, les 15 marins comptent bien mener leur navire de 35 mètres à l'ancienne, sans moteur jusqu'en Angleterre, puis aux Antilles avant de rejoindre New York. Dans leur cale, de la bière bio anglaise, des confitures, des produits locaux néerlandais, et bientôt, avec cette escale à Brest, du vin de Bordeaux et du sel de Guérande. Ce pari un peu fou de transport de marchandises à la voile va être repris par un Finistérien. Il existe plusieurs centaines de vieux voiliers comme celui-ci dans le monde qui finalement cherchent à mettre à profit l'énorme potentiel qu'ils ont. Il faut voir que le pétrole en général ne va pas devenir moins cher et voire ne va pas devenir plus abondant non plus. Donc il faut bien réfléchir à la façon dont on traversera un jour les mers et les océans. Le Tresson-Bresse a une capacité de chargement de 30 mètres cubes. Difficile alors de rentabiliser le déplacement. Entre espoir et doute, Guillaume garde les pieds sur terre tout en assurant que le transport à la voile peut avoir de beaux jours devant lui. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui, on n'est pas du tout capable de prendre la relève du transport traditionnel, on n'est pas du tout capable d'assurer de la transition énergétique aujourd'hui, mais c'est bien dans ce sens-là qu'on va. En 3 mots, la première est donc d'utiliser ce patrimoine, comme je l'évoquais avant, ensuite développer un premier marché de produits transportés de cette façon-là, et ensuite construire des voiliers, des éco-voiliers du futur, qui s'appellerait un écoliner de 230 mètres, de 8000 tonnes. Le public peut découvrir le Tresson-Bresse jusqu'à mercredi, à Couple de la Fée de l'Aulne, au ponton de la Recouvrance à Brest.
Rencontre avec l'équipage et visite du navire gratuite. Place à notre invité à présent, Jean-Luc Germain, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes journaliste à Bretagne Magazine et dans le nouveau numéro, on trouve un dossier consacré au patrimoine sacré breton. Vous avez dressé l'inventaire des 100 sites religieux les plus remarquables. D'où vient l'idée de ce dossier ? Écoutez, pour nous, le patrimoine sacré, c'est d'abord, enfin pour nous, comme je pense tous les Bretons, c'est une évidence. C'est-à-dire que notre paysage réel et notre paysage mental est hérissé de clochers, de croix, de calvaires. Donc c'est une source d'images, c'est une source d'informations inépuisable et on y revient toujours avec profit. Donc c'était notre première idée. La deuxième, c'est qu'il y a 1 an, on avait fait un dossier sur les phares et leur devenir. On a décidé de se poser la même question concernant le patrimoine religieux, dont on sait aujourd'hui qu'il subit la moindre ferveur des ouailles, dont on sait que les communes ou les paroisses ont moins d'argent pour l'entretenir. Voilà, et qu'en même temps, on a en Bretagne et dans le Finistère en particulier des éléments de patrimoine qui sont absolument exceptionnels. Donc l'idée, c'était qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce qu'un jour ça peut disparaître ? Qu'est-ce qui peut disparaître ? Et dans quelles conditions ? Alors vous avez, je le disais, dressé donc l'inventaire de 100 sites religieux. Comment s'est fait le choix en fait, puisqu'il y en a beaucoup plus dans la Bretagne. Il y en a beaucoup plus et c'est la particularité du patrimoine breton. Il y a des éléments très spectaculaires et puis il y a des petites fontaines, il y a des petites croix qu'on va trouver au détour du chemin. Donc le choix a été difficile, il est forcément subjectif. On ne peut pas faire preuve d'exhaustivité, en tout cas même dans un dossier de plusieurs dizaines de pages. Le choix a été fait avec l'aide de Philippe Bonnet, qui est un historien d'art, spécialiste du patrimoine sacré entre autres choses. Et l'idée a été de présenter, en essayant d'équilibrer tous les départements, le plus caractéristique dans la diversité du patrimoine breton. Avec effectivement, on est en Finistère, un avantage énorme pour ce qui concerne le patrimoine finistérien, qui est largement le plus important. Sur ces 100 sites, on en recense 35 en Finistère. Ça veut dire que c'est beaucoup plus riche encore, le patrimoine religieux en Finistère. C'est très très peu. On aurait pu citer tous les enclos paroissiaux. Il existe par exemple 2 cathédrales, rien que dans ce département, à Quimper et à Saint-Paul. Alors parlons-en justement de ces cathédrales, c'est vraiment des joyaux remarquables. Alors oui, c'est remarquable. Alors les cathédrales, donc ça c'est l'héritage de l'histoire de la Bretagne. La Bretagne compte, je crois, une demi-douzaine de cathédrales. On a Dole, on a Vannes, on a Nantes, on en a une également à Saint-Paul, on vient de parler, il y a Tréguier. Bon, ce sont les endroits effectivement qui comptent à la fois, qui sont les plus spectaculaires, l'intérieur, qui comptent un mobilier religieux qui est exceptionnel et l'agencement qui est hors du commun. Ce patrimoine n'a aucun souci à se faire. Il est très fréquenté, on peut voir ce qui se passe à Quimper par exemple. Il y a toujours du monde à entrer dans les cathédrales, qu'on soit croyant ou pas croyant, on y va toujours. Alors sont présentés également dans ce dossier donc les enclos paroissiaux, les abbayes, et puis des endroits qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Ce sont les vitraux, les retables, les peintures murales, les bannières que l'on trouve à l'intérieur de ces églises ou chapelles. Vous avez raison, emmenez également dans ces endroits-là. On a mis un point d'honneur donc à montrer ce patrimoine dans sa diversité, ce qu'on disait, ce qu'il a de plus grandiose, mais aussi les détails les plus fins. L'exemple, à mon avis, le plus caractéristique, ce sont les photos des bannières où on va presque jusqu'au fil, jusqu'à la trame du tissu. Tout ça était toujours très riche, c'était de très très belles matières. Je dirais que c'est un éloge de la matière que ce portfolio et que ce dossier. On y trouve du bois, on y trouve des bois sculptés qu'il faut aller chercher effectivement dans les recoins de chapelles, dans les recoins d'abbayes, les vitraux. Les vitraux, c'est quelque chose de très important, à la fois très ancien et en même temps très moderne et très contemporain. Eh ben, en tout cas, c'est un dossier qui tombe à pic, car pourquoi pas ne profiter des vacances scolaires pour aller à la découverte de ces lieux magnifiques. Alors, je le rappelle, cet inventaire des 100 plus beaux sites du patrimoine religieux breton est à retrouver dans le nouveau Bretagne Magazine, disponible donc dans les kiosques. Et puis, on va le signaler, à ses côtés, on trouve également un numéro spécial de Bretagne Magazine qui s'appelle Cuisine bretonne, je le monte à l'endroit, le voici, avec 45 recettes traditionnelles bien de chez nous. Ça plaît à tous les coups. Le plus appétissant possible, choisi par Lucien Gouron et un dossier piloté par François Genevoix, avec de très très belles photos et des recettes faisables, faciles à faire, le plus possible en tout cas. Pour les apprentis cuisiniers et pour les gastronomes. Voilà, c'était l'idée en tout cas, c'était l'idée de ce numéro.
Eh bien, merci Jean-Luc Germain d'être venu nous présenter ces 2 numéros de Bretagne Magazine. Merci à vous. C'est la fin de ce JTBO et merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Ciao.